Le lac Supérieur, une merveille de la nature bordée par un gigantesque plateau de roches primitives, le bouclier canadien. C'est le plus vaste des grands lacs. Il contient plus d'eau douce que les 4 autres réunis. En volume, c'est le plus grand lac d'eau douce d'Amérique du Nord. Et en surface, le plus grand lac du monde. Son histoire est marquée de l'empreinte spirituelle et culturelle des peuples qui se sont établis dans la région. Sur ce lac baptisé Gitchigami par les Premières Nations Ojibwe, on peut voir un géant endormi, des monstres marins mythologiques et des épaves de bateaux. Le lac Supérieur est l'un des joyaux naturels les plus méconnus de notre planète. Avec ses paysages sauvages, spectaculaires et sacrés, il fait partie des grandes légendes nord-américaines. Le lac Supérieur a sensiblement la même superficie que l'Autriche. Coupé en deux par la frontière qui sépare les États-Unis et le Canada, il est bordé par le Minnesota, le Wisconsin et le Michigan côté américain, et par la province de l'Ontario côté canadien. D'une superficie d'environ 82 000 km², il mesure 563 km de long sur 257 de large. Sa profondeur maximale est de 406 mètres, presque autant que la hauteur de l'Empire State Building, antenne comprise. Si le lac est indissociable des 4 autres grands lacs situés entre les États-Unis et le Canada, il s'en distingue par l'histoire de sa naissance, car sa formation remonte au passé géologique le plus ancien de la planète. La Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années. Au début, notre planète n'était qu'une grosse boule de gaz toxique et de magma. Peu à peu, sa surface a refroidi, puis durci en une croûte de roches magmatiques. Pendant des milliards d'années, les plaques tectoniques ont continué à flotter et glisser en un mouvement permanent, formant un gigantesque puzzle. Aujourd'hui, les 7 plaques majeures couvrent la plus grande partie de la planète et mesurent entre 25 et 72 km d'épaisseur. Dans le modèle nord-américain, qui sépare les 2 Amériques et compte l'Antarctique, ces 7 plaques forment les fondations des 7 continents, et chacune est constituée de socles plus petits aux caractéristiques géologiques spécifiques. Le lac Supérieur se trouve sur l'un d'eux, situé dans la partie septentrionale de la plaque nord-américaine, le bouclier canadien ou laurentien. D'une superficie de plus de 4 850 000 km² et composé de roches anciennes, il couvre la moitié du Canada
une partie du nord des États-Unis et la majeure partie du Groenland. C'est la plus grande zone d'affleurement de roches magmatiques de la Terre. Le lac supérieur trône dans la portion méridionale du bouclier. Ses rives sont l'endroit rêvé pour les géologues qui étudient les formations rocheuses de la région. C'est ainsi qu'ils ont pu dresser un tableau inattendu de cette partie du monde apparue il y a des milliards d'années. Pour savoir à quoi la rive nord du lac ressemblait autrefois, pensez à l'Himalaya. Au fil des temps géologiques, ces montagnes ont disparu. Elles ont été aplanies, et il n'en reste que la base. Le gneiss, la roche la plus commune du bouclier, a gardé les traces des collisions extrêmement violentes qui ont eu lieu. La majeure partie du bouclier est constituée des bases anciennes d'immenses chaînes montagneuses. Celle de l'Himalaya est un bon exemple de l'aspect qu'avait le bouclier à l'époque où les plaques se heurtaient les unes aux autres. C'était un phénomène d'une violence inouïe. Le mécanisme de subduction a provoqué la fusion partielle des roches et la formation de volcans. Il a fallu des milliards d'années pour que l'érosion crée la surface relativement plane qu'on voit de nos jours. De fait, la base des montagnes est exposée. C'est pour ça que les spécialistes étudient le bouclier. Pour eux, c'est un moyen de savoir ce qui est en train de se passer sous la chaîne de l'Himalaya. On a du mal à imaginer le temps qu'il a fallu pour niveler une chaîne montagneuse aussi impressionnante que l'Himalaya. Pourtant, il y a 1,1 milliard d'années, l'érosion a aplani les montagnes, marquant ainsi le début d'une nouvelle étape vers la création du lac supérieur. C'est une histoire de feu et de glace. Il y a environ 1 milliard d'années, ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Nord s'est fracturé et ouvert en deux. C'est ce qu'on appelle un rift, et c'est comme ça que les océans se forment, l'Atlantique par exemple. Cette fracture a déclenché une activité volcanique intense. Pendant une vingtaine de millions d'années, d'énormes quantités de roches volcaniques ont été expulsées autour du bassin du lac supérieur. C'est exceptionnel qu'on puisse encore voir une bonne partie d'entre elles, témoins d'un passé géologique vieux d'1 milliard d'années. Si le rift ne s'était pas rempli de lave, aujourd'hui il y aurait un océan au milieu des États-Unis. Ce rift continental comblé est le plus profond qu'on ait jamais découvert. Quand la lave a cessé de s'accumuler et a commencé à refroidir, elle faisait 19 km d'épaisseur. Cette couche de magma était si lourde qu'elle a fini par s'effondrer et former un bassin. Lors des glaciations, celui-ci a été remblayé par des glaciers, un processus qui a marqué la naissance du lac supérieur tel que nous le connaissons aujourd'hui. Imaginez des calottes de glace de plusieurs kilomètres d'épaisseur qui ont peu à peu recouvert tout le Canada et le sud de l'Ontario jusqu'aux États-Unis. Ces glaciers étaient si massifs qu'à la manière d'outils gigantesques, ils ont excavé très profondément les immenses bassins des Grands Lacs. Ces derniers sont le résultat direct des dernières glaciations, il y a quelques millions d'années. C'est dire la force de la glace. Il y a 12 000 ans environ, ces immenses glaciers continentaux ont commencé à fondre, exposant les bassins qu'ils avaient lentement érodés. Pendant toute cette période, le niveau de l'eau était plus haut de 500 mètres par rapport à aujourd'hui. Les derniers glaciers se sont retirés il y a 10 000 ans. Le lac supérieur a alors débordé. Ses eaux se sont déversées dans les grands lacs situés en aval, ce qui a entraîné une baisse spectaculaire de 200 mètres par rapport à son niveau actuel. La fonte des glaciers a soulagé le bassin d'un poids colossal. Comme si on avait posé une brique sur une éponge et qu'on la retirait,
le bassin s'est peu à peu dilaté et le niveau de l'eau a remonté. Et il y a 5000 ans environ, le lac supérieur a pris sa forme définitive. Cet océan avorté est une caractéristique géologique rare qui intéresse particulièrement les spécialistes. Aujourd'hui, le rift continental s'étend sur plus de 1900 km de long, du lac supérieur à l'Oklahoma. C'est un véritable instantané de l'histoire géologique de cette région. La rive nord du lac supérieur est absolument fascinante, avec ses falaises élevées qui plongent directement dans le lac. Elles sont constituées de différents types de roches, de plus en plus anciennes à mesure qu'on se dirige vers l'ouest. Ces ceintures de granit, de grès et de néphrite, une variété de jade, nous renseignent sur le passé géologique de toute la zone. Un passé marqué par des collisions cataclysmiques entre les continents et par la compression du fond marin primitif. C'est une histoire d'une violence extrême. Une violence qui a engendré des paysages de toute beauté. Les roches sédimentaires plus tendres sont composées de minéraux liés par un ciment naturel. Parmi elles, on trouve le grès. Au fil de milliers d'années, des roches plus dures se sont insérées dans les couches de sédiments, créant de véritables chefs-d'œuvre géologiques. Les roches magmatiques sont le résultat de l'activité volcanique. Certaines sont produites par les éruptions à la surface du globe. Ce sont des roches volcaniques ou extrusives. D'autres ne sont jamais remontées à la surface et sont dites plutoniques ou intrusives parce qu'elles sont poussées entre les couches déjà existantes par les mouvements tectoniques. C'est peut-être une des caractéristiques les plus marquantes de la rive nord du lac. Il y a énormément de roches intrusives qui forment ce qu'on appelle des filons, c'est-à-dire des intrusions horizontales, comme si du magma était poussé entre les couches formées par vos doigts. Toute la rive nord se présente comme un sandwich de roches magmatiques relativement tendres et d'autres beaucoup plus dures. Une des formations les plus connues est le géant endormi. Depuis des millions d'années, il sommeille près de la ville de Thunder Bay, sur la péninsule Sibley, dans le bien nommé Parc provincial du géant endormi en Ontario. Il illustre parfaitement l'évolution géologique de la région. Pendant des millénaires, le magma s'est insinué entre des couches de grès, avant de se figer parallèlement à celles-ci dans certaines zones. En durcissant, il s'est alors transformé en roche magmatique, dont l'érosion est beaucoup plus lente. C'est ainsi que sur le géant endormi, les couches de roches magmatiques dures ont protégé le grès qu'elles recouvraient. Le résultat est saisissant. La silhouette emblématique de ce colosse assoupi occupe une place à part dans le folklore de la Première Nation Ojibwé, une des tribus autochtones les plus importantes d'Amérique du Nord. Les Ojibwés ont joué un rôle prépondérant dans le peuplement du continent, qui a commencé il y a 12 000 ans. Ils ont migré depuis l'est de l'Amérique du Nord vers la région des Grands Lacs. On ignore la date à laquelle ils se sont installés sur les rives du lac supérieur. Mais ils sont mentionnés pour la première fois en 1640 par les missionnaires jésuites qui accompagnaient des explorateurs français.
Ce peuple entretient un lien spirituel étroit avec cet endroit. Dans la mythologie ojibwé, le géant endormi est Nanabijou, un héros légendaire né d'une femme humaine et d'un esprit. Un récit datant des années 1950 raconte comment Nanabijou a été changé en pierre par le vent d'ouest pour avoir révélé à des Blancs l'emplacement secret d'une mine d'argent sur la péninsule Sibley. La silhouette du géant est aisément reconnaissable. Il est couché sur le dos, les bras croisés sur la poitrine. Depuis l'endroit où nous sommes, la tête du géant endormi est à ma gauche. On distingue nettement sa pomme d'Adam, puis sa poitrine et ses genoux. Sa silhouette est visible depuis plusieurs points de vue et de très loin. Il était considéré comme une figure protectrice et accueillante par tous ceux qui avaient effectué la longue traversée du plus grand lac d'eau douce du monde. Comme souvent dans les légendes indiennes, l'histoire du géant endormi a une signification morale et s'appuie sur des faits réels. Car il y avait bien du minerai d'argent sur les îles minuscules à peine visibles à l'extrémité de la péninsule Sibley. En 1868, des prospecteurs découvrent d'importants filons d'argent pur, enfouis profondément sous la surface du lac, juste à côté d'un de ces îlots. Un îlot de 24 mètres de large pour 30 mètres de long et culminant à 2,40 mètres au-dessus de l'eau. Mais cela n'empêche pas les ambitieux de se lancer dans l'exploitation du minerai. Entre 1869 et 1884, ils creusent de nombreuses galeries souterraines sur ce petit bout de rocher. Ils protègent l'îlot par des digues. Puis ils installent des pompes alimentées au charbon afin que les galeries ne soient pas noyées à cause des infiltrations. Pendant ces 15 années, l'exploitation des filons rapporte 3 200 000 $. Mais en 1884, c'est la catastrophe. Une cargaison de charbon n'est pas livrée à temps. Les pompes s'arrêtent et les galeries sont inondées. La mine doit être abandonnée. Elle ne sera jamais rouverte. Aujourd'hui, la montagne du géant endormi est une destination prisée par les randonneurs. Ces falaises qui culminent à 300 mètres sont les plus hautes de la province de l'Ontario. La montagne n'est pas visible depuis le parc lui-même. Mais cela ne décourage pas les marcheurs de grimper au sommet, un circuit éreintant de 19 km qui peut prendre jusqu'à 8 heures. À la pointe sud de la péninsule Sibley, on peut admirer une autre merveille géologique. Elle a été baptisée le Lion. Il y a 1 milliard d'années, du magma est remonté jusqu'à la surface de la croûte terrestre. Puis il s'est refroidi, a durci et s'est transformé en roche magmatique beaucoup plus dure que les sédiments dans lesquels il s'était infiltré. Au fil du temps, l'érosion a éliminé les couches sédimentaires, mais pas la roche magmatique, donnant naissance à cette sculpture naturelle étonnante. d'1,50 m d'épaisseur et de plus de 7,50 m de haut, elle avance de 15 mètres dans le lac. D'après la légende ojibwé,
Avant que Nana Bijou soit changé en géant pétrifié, il avait de nombreux compagnons, dont un lion. Mais pas n'importe quel lion. Appelé Nagoshi, il avait des ailes d'aigle et des pattes de canard. Un jour, Nana Bijou partit pour un long voyage. Il emmena avec lui Nagoshi, mais oublia un autre de ses compagnons, l'oiseau tonnerre. À leur retour, ce dernier déclencha une tempête si violente qu'elle brisa une des ailes de Nagoshi, qui tomba du ciel en entraînant son maître avec lui. Persuadé que Nagoshi l'avait trahi, Nana Bijou le changea en pierre pour le punir. C'est ainsi que depuis, il attend sur la rive du lac que son maître revienne. Au XIXe siècle, le lion avait une tête. On pouvait le voir assis patiemment, tourné vers la baie Péri. Mais l'érosion a fait son œuvre et la tête est tombée. Malgré tout, le site reste une destination très appréciée des promeneurs sur la péninsule Sibly. Il n'y a pas que sur les rives du lac supérieur que l'on peut observer des merveilles géologiques. C'est à 65 km au nord-est de Thunder Bay et du parc provincial du Géant endormi que se situe le canyon Wilmette. Au fil de dizaines de milliers d'années, les glaciers, leurs eaux de fonte et les intempéries ont érodé les roches sédimentaires tendres. Le résultat de leur action est spectaculaire. De hautes falaises de roches magmatiques de plus de 100 mètres de haut et de 3 km de long, de chaque côté d'un canyon de plus de 150 mètres de large. Le canyon Wilmette est une formation écologique tout à fait remarquable. Quand on est tout en haut des falaises, c'est vraiment une expérience inoubliable. Les visiteurs sont souvent surpris par sa hauteur et sa largeur. C'est justement ce qui en fait un endroit exceptionnel. On ne voit pas ça tous les jours. C'est aussi dans le canyon que se trouve un autre site sacré de la Première Nation Ojibwé, la tête d'Indien. D'après une vieille légende, un géant du nom de Homet avait aidé Nana Bijou à créer les montagnes et les lacs. Il était tombé amoureux de la fille de Nana Bijou, Naomi. Un jour qu'il déplaçait une montagne, le sommet se brisa et tomba sur Naomi, qui l'écrasa. Craignant la vengeance de Nana Bijou, Homet la coucha dans le lit d'un lac peu profond et la recouvrit avec un bouclier de pierre. Mais Nana Bijou sentit la présence de sa fille. Il attrapa un éclair qu'il jeta contre le rocher pour le briser. Après avoir trouvé le corps de sa fille, il l'enterra à l'endroit qui est devenu le fond du canyon Wilmette. Et pour punir Homet, il le changea en pierre et l'obligea à regarder la tombe de Naomi pour l'éternité. Aujourd'hui, le canyon est un site protégé. Le fond de la gorge est une anomalie climatologique. L'air y est confiné et l'ensoleillement très faible. Il y fait un froid glacial toute l'année. Ces conditions extrêmes favorisent un microclimat. On y trouve des plantes arctiques et subarctiques qui poussent généralement à près de 1000 km plus au nord, comme la woodsie des Alpes, le sirpe de Hudson et les saxifrages.
Le canyon est aussi un refuge vital pour l'animal le plus rapide du monde, le faucon pèlerin. Ce rapace est capable de piquer sur sa proie à plus de 320 km/h. Dans les années 1960, l'utilisation massive du DTT avait complètement décimé cet oiseau remarquable dans la province de l'Ontario. Mais en 1977, le gouvernement provincial a lancé un programme de réintroduction de l'espèce. Sur une période de 20 ans, 600 jeunes faucons pèlerins élevés en captivité ont été relâchés dans la nature. Aujourd'hui, leur population est en pleine expansion partout en Ontario. Dans les sites protégés, comme le canyon Ouimet en particulier, l'abondance de proies et la multitude de perchoirs en hauteur constituent un habitat idéal pour les couples qui viennent nicher là. Les zones protégées autour du lac Supérieur sont un refuge pour les animaux de la forêt. On peut aussi y voir des vestiges des civilisations anciennes, comme le rocher Agawa, situé dans le parc provincial du lac Supérieur. Depuis des milliers d'années, les eaux déchaînées du lac pilonnent cette falaise abrupte haute d'une trentaine de mètres. Pour les Premières Nations Ojibwe et pour d'autres tribus plus anciennes, le grondement furieux des vagues qui résonnent dans les moindres fissures de la roche était une manifestation surnaturelle du monde des esprits. Aujourd'hui encore, le site est sacré, mais il est risqué de s'y aventurer. Autrefois, les Indiens qui venaient rendre hommage aux esprits avaient peint des pictogrammes sur la paroi rocheuse afin de prévenir les leurs d'éventuels dangers. De nombreuses générations d'Ojibwe ont peint ces dessins à l'ocre rouge. Ce sont des illustrations de leur vie sur les rives du lac Supérieur. Le site lui-même est très exposé aux intempéries. La falaise est accessible uniquement quand le lac est calme, parce que les grosses vagues pourraient vous emporter facilement. C'est d'ailleurs étonnant que les pictogrammes n'aient pas été effacés très rapidement. En guise de pigment, les anciens Ojibwe se servaient d'hématite, un oxyde de fer naturel de couleur rougeâtre. Ces galets colorés contiennent un pourcentage élevé de fer, mais aussi d'autres minéraux. Les Indiens les réduisaient en poudre, puis ils la mélangeaient avec de l'huile de poisson ou de la graisse d'ours pour en faire une pâte qui pénétrait dans la roche. Des générations d'Indiens ont dessiné sur cette falaise pendant des milliers d'années. Mais les pictogrammes qu'on voit aujourd'hui ont entre 150 et 400 ans. Ils sont abîmés par les vagues, ils sont parfois recouverts par la glace et sont exposés au soleil. C'est absolument remarquable qu'ils aient duré aussi longtemps. Certains dessins sont faciles à reconnaître, comme ce canot. Ici, c'est un cheval et son cavalier. Mais d'autres sont moins identifiables. Un des plus surprenants est peut-être celui qui représente Michi-Peshu, l'esprit du lac. Michi-Peshu a parfois été appelé la panthère sous-marine ou le lynx cornu. Son dos est hérissé d'une crête et il porte des cornes, signe de puissance. Si on lui manque de respect ou qu'on ne lui fait pas les offrandes adéquates, d'un grand coup de queue, il peut déclencher une tempête et faire chavirer les canots.
Il y a bien longtemps que les auteurs de ces dessins ont rejoint le monde des esprits. Mais Michi-Pechou hante toujours les eaux du lac et se manifeste par des vagues géantes qui déferlent sans prévenir contre les falaises. La baie Old Woman, la baie de la vieille femme, est un autre site bien connu du parc provincial du lac supérieur. Les Indiens y exploitaient déjà des mines de cuivre il y a 5000 ans. Aujourd'hui, il est particulièrement apprécié des amoureux de la nature pour son panorama à couper le souffle. On dit qu'il y a un visage dans la falaise qui surplombe la baie. Personne ne le voit au même endroit et il évoque probablement des choses différentes à chacun. On ne connaît pas exactement l'origine de son histoire. Moi-même, je ne le vois pas au même endroit selon que je me trouve sur la plage ou sur le lac. J'ai discuté avec d'autres personnes. C'est intéressant d'expliquer où on croit le distinguer. C'est dans la baie Old Woman que l'on peut réellement appréhender une des particularités les plus dangereuses du lac supérieur, sa météo. En effet, le lac est si vaste qu'il influence le climat de toute la région. Le volume qu'il contient est tel qu'il est presque inimaginable. De quoi recouvrir l'Amérique du Nord et du Sud sous 30 cm d'eau. Sa température moyenne est de 4 degrés. Par conséquent, le temps dans toute la zone du lac est imprévisible et souvent radicalement différent de la météo dans le reste de la région. Les falaises de la baie Old Woman forment un cadre spectaculaire pour les changements de temps très brusques sur le lac. Il y a des nappes de brouillard, par exemple. Par moments, on distingue à peine la rive et la minute suivante, la brume s'est levée. J'ai été témoin de tempêtes extrêmement violentes, avec des vagues de plusieurs mètres de haut qui viennent s'écraser sur la falaise. Parfois, l'eau gèle tout le long de la plage. Ce coin est un véritable condensé des variations météorologiques qui se produisent sur les rives du lac. Des dizaines de millions de Canadiens et d'Américains vivent dans la région des Grands Lacs. La plupart habitent les villes qui jalonnent les côtes, mais tous sont affectés par les sautes d'humeur de la météo. L'un des termes qui revient le plus souvent dans les bulletins est l'effet de lac. Mais il faut vivre ici pour bien comprendre ce qu'il signifie. En effet, les grands plans d'eau jouent un rôle essentiel dans les variations météorologiques. Le lac supérieur règne en maître sur toute la région. Il est lié au moindre événement qui se produit ici. C'est le lac d'eau douce le plus vaste du monde. Compte tenu de la latitude à laquelle il se trouve, de sa taille, de sa profondeur et de sa température, il a certainement une influence particulièrement importante sur le temps qu'il fait. Aujourd'hui, c'est une belle journée plutôt calme. Mais sur les rives du lac supérieur, l'hiver est extrêmement rude. Thunder Bay est la plus grande ville du côté canadien. Il tombe en moyenne chaque année 1,87 m de neige. Le long de la côte Est, on enregistre les chutes de neige parmi les plus importantes de l'Ontario. Il y en a facilement 1 mètre au sol, mais il arrive qu'il y en ait jusqu'à 1,60 m, c'est-à-dire ma taille. C'est pour ça que l'orignal est une espèce plus répandue que le cerf de Virginie. 1,87 m de neige, ce n'est pas rien. Sauf si on habite à Hancock, dans le Michigan. La ville se trouve au sud, sur la rive opposée du lac, sur une péninsule qui pointe vers le nord. Ici, la moyenne annuelle de l'épaisseur du manteau neigeux est de 5,30 m, près de 3 fois plus qu'à Thunder Bay. La différence est pour le moins notable, mais elle n'a rien d'étonnant. Compte tenu de la superficie du lac supérieur, l'effet de lac est particulièrement intense.
Le plus remarquable concernant les conditions météo dans cette partie du monde, c'est que même si le lac n'existait pas, le temps serait tout aussi capricieux. Cela s'explique par des phénomènes saisonniers uniques dans la région. Tandis que de l'air chaud et humide remonte du golfe du Mexique, de l'air arctique glacé descend du nord. Les deux masses se rencontrent au-dessus du lac supérieur. La pression atmosphérique change, le vent se lève et des tempêtes se développent. La situation est encore compliquée par le volume colossal d'eau contenu dans le lac. Le lac est tellement vaste qu'il influence l'évolution des températures dans toute la région. Elles oscillent localement entre moins 28 et plus 32 degrés, avec une moyenne de 4 degrés toute l'année. L'hiver, le lac réchauffe l'air qui s'élève et entraîne de la vapeur d'eau avec lui. Cela engendre le développement de nouveaux nuages ou la saturation des nuages déjà existants. La pression atmosphérique augmente, le vent se lève et des vagues se forment. L'été, c'est le phénomène inverse qui se produit. Les eaux du lac sont plus fraîches que l'air ambiant. Refroidi, celui-ci ne s'élève pas et la surface du lac reste étale, même quand le vent se déchaîne à plus de 450 mètres au-dessus de la surface. Pour ceux qui travaillent sur les voies navigables du lac, c'est préférable. Le lac supérieur dicte la météo dans toute la région. Les conditions météo au-dessus de cette immense étendue d'eau varient énormément d'une saison à l'autre. Au printemps, le lac est une gigantesque cuvette glacée qui absorbe la chaleur des masses d'air qui le traversent. Il y a souvent du brouillard en début d'année, surtout quand il pleut ou que l'atmosphère est humide. Le lac est tellement froid que la vapeur d'eau se condense en brouillard. Tout l'été, le lac absorbe la chaleur et l'énergie du soleil. En automne, c'est l'inverse. C'est l'époque où les tempêtes sont les plus violentes. Le lac supérieur est connu pour ses coups de vent très violents en novembre. Les grands lacs sont tous reliés à l'Atlantique par le fleuve Saint-Laurent. L'ensemble constitue le réseau hydrographique le plus étendu du monde. 3280 km de long depuis le port de Duluth supérieur dans le Minnesota jusqu'à l'océan. Un trajet jalonné de 509 villes portuaires. Aujourd'hui, 4000 navires transportant pour plusieurs milliards de dollars de marchandises empruntent cette route chaque année. Il est donc crucial qu'elle soit parfaitement entretenue. Pour les professionnels, le trajet n'est pas toujours de tout repos. Les brusques changements de pression atmosphérique provoquent des tempêtes extrêmement violentes. Il n'est pas rare que les vagues dépassent les 6 mètres de haut et viennent s'écraser sur la passerelle. On a recensé 550 épaves, dont 350 au moins gisent toujours au fond du lac. L'une d'elles est particulièrement célèbre, celle de l'Edmund Fitzgerald. Lorsqu'il est lancé en 1958, c'est le premier bateau construit aux dimensions maximales autorisé à naviguer sur la voie maritime du Saint-Laurent. 228 mètres de long et 23 mètres de large. En outre, il est étonnamment confortable pour un vraquier. Un salon, 2 salles à manger pour l'équipage et même des cabines luxueuses pour des passagers occasionnels. Pendant 17 ans, il transporte du minerai de fer des mines proches de Duluth jusqu'à Détroit et d'autres grands ports le long du lac. Puis, le 10 novembre 1975, une tempête extrêmement violente balaie le lac.
Bien qu'il soit pourvu des équipements et des appareils de sécurité les plus modernes, frappé par des vents de force 11, le navire finit par couler. Plus tard, le Bureau de la sécurité des transports du Canada établira que le naufrage du vraquier avait été provoqué par l'inondation de la cale et des ballastes. Il n'y eut aucun survivant parmi les 29 membres de l'équipage. L'Edmund Fitzgerald repose toujours par 160 mètres de fond, sa coque brisée en deux. Il a été popularisé par le chanteur canadien Gordon Lightfoot. The Wreck of the Edmund Fitzgerald a contribué à ancrer l'histoire du lac supérieur dans le folklore nord-américain. Dans la partie est du lac, par gros temps, l'îlot Gargantua offre une protection fort appréciée des navigateurs. En face se trouve le port naturel de Gargantua. Les pêcheurs s'y réfugiaient au début du XXe siècle. Plus tard, dans les années 30 et 40, le port a joué un rôle important dans la pêche et le transport du bois. Puis il est tombé dans l'oubli. Mais aujourd'hui, c'est une destination très fréquentée par les touristes qui visitent le parc national du lac supérieur. Gargantua est un coin très apprécié par beaucoup de gens, dont moi. C'est le point de départ idéal pour des randonnées à pied ou en canot. De plus, c'est l'un des endroits les plus sauvages de la rive Est. Il est célèbre pour sa plage de galets. Ces magnifiques cailloux arrondis sont des vestiges de tous les types de minéraux de la région qui ont été arrachés par les glaciers. Ensuite, ces morceaux de rochers ont été roulés par les anciens cours d'eau comme par une gigantesque meule. Aujourd'hui, ils continuent d'être érodés et polis par le flux et le reflux des vagues du lac supérieur. Depuis Gargantua, on peut accéder à des sentiers et partir en balade à pied. On peut aussi faire du canot et découvrir des structures géologiques qui datent de la formation du rift. Par exemple, les basaltes noirs qui ont été éjectés par les volcans ont créé des formes très inhabituelles. Dans la région des Grands Lacs, il n'est pas rare que des navires fassent naufrage. Ce qui l'est plus, en revanche, est d'en voir un figé dans le temps. L'épave du Columbus est parfaitement visible dans le port de Gargantua. Ce remorqueur avait pris feu et avait été désamarré pour que l'incendie ne se propage pas dans le petit village de pêcheurs qui se trouvait là à l'époque. Il a coulé dans un secteur peu profond. Depuis plus d'1 siècle qu'il est là, il s'est parfaitement conservé parce que l'eau est froide et que le port est bien abrité. Sur le lac supérieur, le temps s'est arrêté depuis des centaines, des milliers, des millions d'années. Et pourtant, le lac, lui, est bien vivant. Voici la Sand. Elle charrie du sable et des sédiments dans le lac. Il y a 2000 ans déjà, les Ojibwés empruntaient cette rivière magnifique pour leur migration saisonnière. Aujourd'hui, elle constitue un circuit très prisé des canoïstes et des randonneurs. La rivière relie le passé, le présent et l'avenir d'une nature indomptée.
Né d'un océan avorté, le plus grand lac d'eau douce de la planète offre le spectacle de merveilles géologiques uniques au monde. Le lac supérieur garde la trace de l'arrivée et du passage des Premières Nations Ojibwés. Esprit pétrifié, monolithe entouré de légendes, c'est une réserve naturelle sauvage, au cœur de l'Amérique du Nord.